Quand on vous a posé la question sur la composition de cette représentation quadripartite, vous avez évoqué pour les services de l'État le service du rectorat. Je pense normalement que le préfet et puis son bras actif, la directe, devraient être présents. Donc au niveau de l'État, il y aura certainement plusieurs représentations, bien sûr, oui. le préfet, la directe et les représentants de l'éducation nationale peut-être. Oui, tout à fait, vous avez raison. Les représentants fondamentaux que sont direct et rectorat, bien sûr, sont présents. Et ensuite, j'ai pas le texte sous les yeux, mais il y aura d'autres, il y en aura même d'autres. Ouais, tout à fait. Très bien, profitons-en. On sera sûr de terminer à l'heure. Donc l'offre de formation. Donc je rappelle la mécanique du mouvement, la dynamique de la loi, c'est que tout le monde est interpellé dans son périmètre. Et naturellement, l'offre de formation au sens large. On va parler aussi des certificateurs avec la VAE. Car on est bien en présence du développement des formations qualifiantes, je l'ai évoqué, mais il y a aussi la VAE qui n'a pas été oubliée, la FOAD qui n'a pas été oubliée, et même la qualité qui commence à apparaître. Donc effectivement, le grand absent, c'était le bilan de compétences qui a été évoqué tout à l'heure. Alors sur le développement des formations qualifiantes, je reviens dessus pour pas qu'on l'oublie, parce que je n'ai pas rajouté la diapo que j'ai déjà présentée, mais naturellement le CPF, c'est vraiment la mise en avant du qualifiant. Mais la loi donc poursuit la réforme de l'apprentissage. Donc il s'agit là encore de permettre à l'apprentissage de se développer. Donc les 500 000 apprentis, l'objectif qui doit être atteint. Donc on rationalise la collecte, on rationalise la répartition de la taxe. On donne à la région donc un plus grand moyen de pilotage de l'ouverture des CFA, avec de nouvelles obligations pour les CFA. Et puis sur le contrat d'apprentissage également, donc des principes qui sont raffirmés, notamment la question de la gratuité, qui ne semblait pas toujours respectée. Gratuité qu'on va retrouver pour le contrat de professionnalisation. Là encore, le législateur n'éprouvait pas le besoin de le dire, mais d'ailleurs c'est amusant de constater que c'est le principe de la gratuité, on l'a vu tout à l'heure pour les régions, là on le voit affirmé pour les deux grands dispositifs qualifiants. Donc c'est important, c'est intéressant à repérer. Le tutorat réapparaît comme obligatoire dans le contrat de professionnalisation. Il était considéré comme optionnel, il était incitatif, il n'était pas obligatoire. Là, il est réintroduit dans la loi comme un dispositif obligatoire. Le tuteur n'étant pas un formateur, j'insiste bien là-dessus, il y a de temps en temps des confusions. Et puis, sur la période de professionnalisation, donc quelque chose d'assez classique, qui avait déjà été mis en place pour les précédents contrats d'insertion. Donc là, pour le CUI, c'est le cas, et également pour les structures d'insertion par l'économie, donc les fameux SIAE, donc vont pouvoir profiter de la période de professionnalisation financée par les OPCA, alors que les employeurs de ces salariés ne cotiseront pas, au titre de la professionnalisation. Ensuite, concernant la période de pro, les formations sont recentrées sur les formations qualifiantes et on attend également une durée minimale pour ces périodes de professionnalisation. Le projet de décret parle de 70 heures en durée minimale. Bon, c'est pas trop contraignant. Faut-il encore vérifier que ça sera bien cette version-là qui sera publiée au journal officiel. Donc là aussi, on va dire pour l'apprentissage de sacrés changements, pour la pro, un petit recentrage. Troisième dispositif, la validation des acquis de l'expérience. Elle est un peu plus mise en avant. On l'a vu avec le CPF.
l'élément important pour les certificateurs et surtout les prestataires qui organisent cette validation des acquis, ils disposaient dans la loi d'une règle qui a été réécrite, à savoir que anciennement, les durées d'activité éligibles à la VAE étaient au minimum de 3 ans. Et donc nous avions une formulation qui autorisait les valideurs d'acquis d'expérience d'exiger plus que 3 ans pour valider leurs expériences. Donc vous aviez, pour certains diplômes, des exigences à 5 ans, des exigences à 7 ans. Là, le législateur dit clairement aux certificateurs, vous devez vous débrouiller comme vous voulez, mais à partir de 3 ans, une expérience, ça vaut quelque chose. Donc c'est 3 ans minimum, ça génère de la validation. Donc on voit bien là qu'on veut que le public le plus large possible pense à la VAE et que le certificateur s'adapte à cette contrainte pour qu'il dise avec 3 ans qu'est-ce que ça vaut par rapport à votre diplôme. Ensuite, la loi élargit les activités, enfin précise les activités à prendre en compte. Donc là encore, c'est certainement parce qu'en pratique, on a constaté qu'il y avait beaucoup de syndicalistes qui se lançaient dans la VAE. Donc voilà, c'est écrit dans la loi, c'est écrit dans le marbre, ça ne doit pas être trop difficile parce que les certificateurs certainement le faisaient. On ne peut pas imaginer que le législateur ait fait ça parce que les certificateurs refusaient de prendre en compte des responsabilités syndicales. Ça peut permettre de toucher à beaucoup de choses, effectivement, les responsabilités syndicales. Il est aussi posé clairement le principe de prendre en compte les activités exercées simultanément et également donc d'intégrer les périodes de formation initiale, continue, en milieu professionnel pour les moins qualifiés. Donc là aussi, l'expérience, c'est aussi de la formation. Voilà. Et d'où l'importance de ce fameux portefeuille, de ce fameux passeport dont on parlait tout à l'heure. Tout ce qui permettra de tracer la formation générera plus facilement l'accès à la VAE. Et concernant donc la définition de la prestation de VAE, on est bien sur le dossier, hein, donc le dépôt du dossier, c'est mieux dit dans le Code du travail, et on aura un décret qui viendra préciser tout cela. Et tout ça permettant aux financeurs donc de clarifier s'ils sont bien en train de financer quelque chose d'éligible à la formation continue. Donc très important pour les OPCA et pour les FONGECIF. Du côté des certificateurs toujours, garantie de qualité. C'est amusant comme préoccupation. Il faut dire qu'aujourd'hui, les titres il y a beaucoup de certificateurs sur le marché. Donc, tout au long de la période de validité de l'enregistrement de la certification au répertoire, le certificateur devra garantir la transparence de l'information donnée au public sur les certifications qu'il délivre. Donc, la plus grande clarté possible, la qualité du processus de certification. Lorsqu'il a tête d'un réseau d'organismes de formation qui délivre la même certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau. Donc là, il y a une responsabilité du pilote. Hein. Il ne peut pas se déléguer cette responsabilité. C'est important pour la personne qui cherche à obtenir cette certification. Et donc, il y aura un cahier des charges qui va donc être arrêté sur proposition de la fameuse CNCP, donc, qui est à la tête du répertoire national des certifications professionnelles. On le voit, la certification qui devient un marché va reposer sur des obligations de qualité. Autre sujet qui a été remis sur la table, d'ailleurs c'est amusant, c'est la FOAD, puisque la FOAD comme la VAE sont apparus dans le Code du travail donc en 2002, donc on a une sorte de cycle, on reparle de VAE, on reparle de FOAD. La FOAD, on y croit beaucoup, avec un genre un peu nouveau comme paradigme, puisque
bon, même si c'est un peu l'expression qui est en filigrane dans cet article, dans l'esprit du législateur, c'est la prise en compte de ce qu'on appelle la formation multimodale, c'est-à-dire formation mixte, qui mixeront du présentiel avec de la formation à distance. Donc pour que se développe ce type de formation, qui permettront donc à l'apprenant de continuer à se former sur le travail plus facilement, voire à son domicile, eh bien, de trouver dans les fameux critères de l'action de formation les éléments permettant de garantir la réalisation de cette prestation dite en tout ou partie à distance. Et l'idée est bien de partir du constat qu'aujourd'hui c'est très facile d'être sur Internet grâce aux médias modernes, et donc grâce à Internet, grâce au Web 2, de poursuivre son activité de formation en dehors d'un présentiel. Donc un projet de décret va bientôt sortir sur le sujet. Il y aura des exigences pour l'assistance à distance, donc nouvelle activité de formateur, donc qui va être précisée. Et donc la définition des critères de l'action de formation donc, intègre ce sujet. Donc la question du niveau de connaissances préalablement requis pour suivre la formation, donc ça c'était pas, ça va être applicable à tout le monde, hein, ça, la question du niveau. Et puis après, la loi écrit dans cet article du Code du travail ancien, donc, que la formation peut être séquentielle, qu'elle peut s'effectuer en tout ou partie, à distance, et en dehors de la présence des personnes chargées dans l'encadrement. Donc c'est une définition assez claire de ce que c'est que la formation ouverte et à distance. Et là, dans ce cas-là, donc, il est imposé trois critères supplémentaires. La nature des travaux demandés aux stagiaires, le temps estimé, ça c'est la formulation importante, le temps estimé pour les réaliser, les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques des séquences de FOAD, les moyens d'organisation, d'accompagnement et d'assistance, donc le mot assistance est important, les profils des assistants est au cœur du décret, donc pédagogique et technique mis à disposition du stagiaire. Oui, il vaut mieux que le stagiaire sache se servir d'un clavier d'ordinateur. Enfin, sur la qualité de la formation, tous les acheteurs se voient responsabilisés sur la question de la qualité de l'offre de formation, puisque c'est les acheteurs qui, sur la base de critères, lorsqu'ils financent une action de formation, vérifieront la capacité du prestataire à dispenser une formation de qualité. Donc c'est la formation de qualité qui est dans le collimateur, et on attend un décret qui va nous annoncer ces fameux critères. Donc il y a beaucoup d'impatience sur ce décret, et surtout sur le traitement qui sera fait des conséquences du non-respect de ces critères qualité par le prestataire. Voilà, donc un sujet dont on aura l'occasion de reparler certainement. Ce n'est pas le décret dont on aura la copie le plus vite, hein. Voilà, je vous préviens, en tout cas, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas, mais bon, il devrait quand même être publié cette année au moins au journal officiel. Avant d'ouvrir la dernière période de questions-réponses, donc, comme je le disais un peu en préambule, donc, et un petit peu sur la base de cette notion de réforme dynamique, hein, on attend naturellement les décrets, les arrêtés, on en a compté plus de 60. Les négociations, très important. La loi n'entend pas tout régenter. Les partenaires sociaux au niveau national et interprofessionnel ont invité tous les acteurs à tous les niveaux à prendre leurs responsabilités. Donc la règle du jeu change d'un point de vue des responsabilités. Et naturellement, les institutions, les réseaux, les organismes, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi, les CARIF, Centrinfo, tout le monde est sur le pont actuellement pour réussir la mise en place de cette réforme. Et je pense que les organismes de formation qui sont dans cette salle auront compris qu'ils ont intérêt à bien anticiper les conséquences de cette réforme. Merci de votre attention.
Merci Jean-Philippe, effectivement, déjà pour avoir tenu les délais ces 2 heures. Peut-être y a-t-il encore une question ou deux. Moi, ce que j'aime aussi dire, pour compléter tous ces propos, notamment tout à l'heure, quand on parlait de la gouvernance, etc., je pense qu'il y a aussi besoin d'avoir encore plus une meilleure lecture de comment évoluent les métiers, comment les compétences évoluent. Donc aussi rappeler que parallèlement à tout ce que tu nous as présenté, se met en place aussi un réseau emploi-compétences. C'est effectivement que le commissariat général à la stratégie prospective a souhaité effectivement mettre en commun les travaux produits par les observateurs de branches, dont on a parlé des branches professionnelles tout à l'heure, mais également des observatoires régionaux emploi formation, d'autres acteurs, pour essayer justement de capitaliser tout ce qui peut se faire sur les territoires et surtout, donc, in fine, par rapport à cette dimension d'évolution des métiers, d'emploi, de compétences, repérer les besoins et justement, effectivement, par rapport à l'aval, donc, effectivement, de la formation et tous les outils, être aussi en capacité de mettre